Les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. Garde à vue. Ils sont en garde à vue, on va réagir à ça les gars. Bruno Pomar invité dans sa voiture, je crois qu'il est dans sa voiture un peu. Allez, champagne mesdames et messieurs, à Cap tous les jours. Circonstances de la mort d'un homme de 27 ans. C'était à parti. Marseille. 27 ans le mec. Au moment des émeutes, on était dans la nuit du 1er au 2 juillet. On va retrouver Pierre Barbin en direct de Marseille pour BFM TV. Pierre, que sait-on des gardes à vue, de ces gardes à vue là à l'heure où l'on se parle? Eh bien, on sait d'abord qu'elles ont commencé à 9 h ce matin, ici, donc, dans les locaux de l'IGPN de Marseille, à la suite d'une information judiciaire qui a été ouverte au début du mois de juillet, après la mort d'un homme de 27 ans. On va d'abord vous donner quelques éléments de contexte pour bien comprendre la situation. Il faut donc remonter à la nuit du 1er au 2 juillet. La ville de Marseille est alors le théâtre d'émeutes, de pillages. Le raid est déployé sur place pour tenter d'apaiser la situation. Mais cette nuit-là, un homme est retrouvé mort des suites d'un arrêt cardiaque. Il a 27 ans, il s'appelle Mohamed, il est livreur Uber Eats. Il est d'ailleurs retrouvé cours-Lyoto, mort à côté de son scooter. Une autopsie est alors effectuée. 3 jours après son décès, le parquet de Marseille communique et explique qu'il est probable que son décès ait été causé par un choc violent au niveau du thorax, par un tir de projectile de type flashball. Voilà ce que l'on peut dire sur cette situation. Et c'est donc pour comprendre les raisons exactes de ce décès qu'une vingtaine de policiers sont donc entendus ici dans les locaux de l'IGPN de Marseille. La plupart en tant que témoins, mais 5 donc sous le régime de la garde à vue. Des gardes à vue qui peuvent durer 48 heures maximum jusqu'à jeudi matin donc. Voilà Pierre. Mais c'est une folie quand même. Attends, mais qu'est-ce que Bruno Pomar va dire pour défendre la police les gars? Qu'est-ce que Bruno Pomar peut dire là? Parce que là, on voit la vidéo, le mec il est en scooter Uber Eats. Enfin, il livre. Il filme. On a le droit de filmer, évidemment. Les policiers se retournent, lui tirent un tir de flashball en plein cœur, thorax. Crise cardiaque, le mec, il est mort. Le mec, il est mort sur son lieu de travail. C'est n'importe quoi. Vraiment, Barbin en direct de Marseille pour BFM TV. C'est quoi avec ce bordel? Juliane Mancini. On va continuer d'en discuter avec Maxime Brandstetter, journaliste police-justice à BFM TV. Jérôme Poirot est avec nous. Il est ancien adjoint à la coordination nationale du renseignement. Et puisqu'on parle, bonsoir Jérôme Poirot, puisqu'on parle des hommes du raid, on va retrouver un ancien instructeur du raid. C'est Bruno Pomar qui est en ligne avec nous. Bonsoir Bruno Pomar. Là, ce sont des... Pas des collègues, parce que vous avez quitté le règle il y a quelques années, mais enfin, simplement sur le fait qu'il soit comme ça placé en garde à vue, pour connaître les circonstances de la mort d'un jeune homme. On est dans une procédure tout à fait normale, tout à fait logique. Oui, tout à fait. Il y a eu une action de mener à l'occasion de ces émeutes urbaines qu'on a connues. Donc, que ce soit le raid, que ce soit n'importe quel policier, effectivement, ils peuvent être entendus par l'IGPN à partir du moment où celle-ci a été saisie. Donc, effectivement, c'est tout à fait normal que ces policiers soient entendus sur le travail qu'ils ont mené pendant ces émeutes urbaines. Comme on le sait tous, ils sont intervenus non pas pour faire du maintien de l'ordre, mais pour rétablir l'ordre sur des éléments les plus radicaux, les plus violents. Donc, effectivement, cette situation que vous avez nommée tout à l'heure, effectivement, interroge les magistrats et effectivement, les policiers sont entendus pour expliquer exactement leur méthode d'intervention à cette occasion. Bruno Pomar, quelle est la différence entre maintien de l'ordre et rétablir l'ordre, puisque vous faites la distinction? Expliquez-nous. Écoutez, le maintien de l'ordre, c'est ce que vous pouvez voir dans les manifestations avec des unités, je te dirais, traditionnelles que sont les CRS et les gendarmes mobiles, qui sont capables d'intervenir en unité constituée d'une centaine d'hommes et de maintenir évidemment l'ordre, de repousser des groupes très importants. Le rétablissement de l'ordre, c'est on intervient sur des groupuscules très violents qui sont là pour casser, on l'a vu, pour essayer ou d'en découdre tout simplement avec les policiers. Et c'est vrai que la saisine des policiers du raid, comme du GIGN d'ailleurs, au même titre d'ailleurs que la CRS 8, qui est spécialisée dans la violence urbaine, a été décidée par le ministre de l'Intérieur et les autorités pour pouvoir répondre à ces violences urbaines et qui ont permis surtout à nos policiers d'être rassurés, les policiers qui étaient sur le terrain en nombre, d'être rassurés de voir ces unités pouvoir intervenir rapidement sur les éléments les plus radicaux.
D'accord, parce que... il a même précisé ça quand même. Hein. Là, ce qui est au cœur de cette garde à vue... Pourtant le mec n'était pas du tout un élément radical. Hein. Le gars, il était en train de travailler, livrer son petit Uber Eats au calme, il a trouvé la mort derrière. C'est savoir si le raid a effectué un tir de LBD ou de flashball qui ensuite a coûté la vie à ce jeune homme. Ce que vous nous dites, c'est si le raid utilise ces engins, c'est qu'il a de bonnes raisons de l'utiliser. Voilà, il n'y a pas d'utilisation intempestive ou quoi que ce soit. Vous savez, Alain Marchal, que l'unité du raid, et j'en sais quelque chose, est hyper entraînée à toutes les armes possibles, létales et non létales, utilise également le fameux calibre 12 qu'on a pu voir également, qui consiste avec des balles, des beanbags. Ce sont des balles avec un sachet à l'intérieur qui permet de neutraliser quelqu'un sans le tuer, puisque cette cartouche permet d'avoir un impact important mais pas pénétrant. Donc effectivement, mais surtout beaucoup plus précis qu'un LBD. Donc voilà, c'est un élément à prendre en considération. Et c'est un calibre 12, attends, ça ressemble à quoi? La balle, elle est pas pénétrante. C'est-à-dire que la balle, elle peut faire de lourds dégâts, mais genre te briser la côte. Quand je tape calibre... Ah, c'est la cartouche. Ah ouais, la cartouche, elle est... C'est ça, pour ceux qui veulent voir ça, là. C'est chaud quand même, non? Un truc à te briser les côtes. Un gros choc, en gros. Ouais, je capte le truc, mais c'est dangereux quand même. Ah ouais, ça fait peur. Ah ouais, ça fait très peur. Putain. Et des armes intermédiaires qu'on appelle, qui sont utilisées par les unités du raid en particulier. Alors, vous restez avec nous, Bruno Pomar, parce qu'on va continuer cette discussion, parce que, effectivement, ce qui va être déterminant, à la fois dans la garde à vue, et avec l'utilisation des vidéos, l'interrogation des témoins, c'est de savoir quelle était la situation et pourquoi ça a coûté la vie à ce jeune homme. Mais le raid, c'est pas fait pour ça, c'est pour les prises d'otages, terrorisme, etc. Après, évidemment, c'est le préfet et... Alors, je sais pas si c'est avec Emmanuel Macron ou pas, mais en gros, ils ont déployé le raid dans quelques villes de France qui étaient vraiment en proie à des violences urbaines, tu vois. Donc, si le raid... qui d'après Bruno Pomar est ultra entraîné avec les armes, etc., ont tiré délibérément un tir de flashball sur un livreur Uber Eats, c'est une dinguerie quand même, alors qu'ils sont ultra entraînés, ils savent faire preuve de discernement, enfin c'est bizarre quand même, hein. Pour des policiers entraînés, ils ont merdé là. Hein. Ils ont merdé. 27 ans, c'est ça. Oui, et évidemment que les enquêteurs de l'IGPN s'attachent à retracer exactement ce qui s'est passé cette nuit-là et ce qui a amené à la mort de cet homme. Déjà, première chose, on le rappelle, le parquet de Marseille nous dit voilà, il est mort d'un arrêt cardiaque de ce qui semble être un tir de flashball. Déjà, rien que ça, en l'état, ça reste à confirmer que c'est bien un tir de flashball, même si l'autopsie révèle que ça correspond à un objet non contendant, non perforant, qui l'a atteint à la poitrine. Voilà. Impact au thorax. Impact au thorax. Donc ça ressemble beaucoup à un tir de flashball ou un beanbag dont vient parler Bruno Pomar, qui a à peu près l'effet similaire, mais déjà, il faut établir ça. Et il faut établir dans quel contexte. C'est vrai que c'était une situation compliquée, on sait que c'était une nuit compliquée. Est-ce qu'il participait à ces émeutes ou à des échauffourées, cet homme? Ça fait partie de l'enquête, il faut le déterminer. Ce que nous, on a pu apprendre, c'est que ce soir-là, il a dit à sa femme qu'il partait manger avec un ami. On a pu visionner la dernière vidéo qu'il a pu prendre avec son téléphone. Il est en train de filmer en tant que spectateur, si je puis dire, une intervention de police qui se déroule à quelques mètres de lui. Et après, on le retrouve inanimé auprès de son scooter. On a aussi pu échanger avec ses proches, sa famille, qui le décrivent comme travailleur, pas du tout émeutier, pas du tout dans la violence. Ouais, c'est sûr, les gars, ils vont commencer à éplucher, les mecs d'extrême droite, ils vont commencer à éplucher son dossier. Est-ce qu'il a un casier judiciaire? Est-ce qu'il a participé à des émeutes? Pourquoi il était là? Pourquoi il n'est pas rentré chez lui? Putain... Il a filmé et il a trouvé la mort. C'est fou quand même, les gars. Dans quel pays on vit, sérieux? C'est quoi cette brutalité de la part de la police? Il se passe quoi, Dofla? Pour ceux qui viennent d'arriver, les gars, on a 5 policiers en garde à vue, des policiers du raid, en garde à vue pour avoir régime de présomption d'innocence, tu connais, tuer quelqu'un avec un flashball. Voilà. Tout ça va faire l'objet de vérifications, mais nous, du profil qu'on a, il n'a pas l'air émeutier. Voilà. Combien de temps se déroule entre le moment où il se filme
en tant que spectateur, et le moment où on le retrouve ensuite inanimé au pied de son scooter, on le sait ça? J'ai pas la datation exacte, mais on le retrouve vers 1h du matin, je crois, et la vidéo date d'un petit peu avant. 1h15, il est retrouvé inanimé. D'accord. Et avec certitude, pour le moment, on ne sait pas si c'est véritablement un tir de LBD ou autre chose. On peut juste, si on fait l'interprétation, à partir du moment où le parquet de Marseille révèle que l'autopsie évoque un objet ressemblant à un tir de flashball, c'est qu'ils ont des sérieuses raisons de penser que c'est lié à ça. Ouais. Donc Jérôme Poirot, c'est ce qui va encore être au cœur de l'interrogation. Et on est quelques jours, quelques semaines après la polémique autour du tir qui a grièvement blessé Eddy aussi. C'est aussi l'utilisation de ces armes non létales, mais qui finalement s'avèrent l'être, quoi. Alors, elles ne sont pas conçues pour cela. Leur usage fait qu'elles ne doivent pas aboutir à la mort. Ce sont des armes qui permettent de mettre hors d'état de nuire quelqu'un parce que le choc reçu est violent. Mais il peut y avoir des circonstances dans lesquelles, en fonction de la distance de tir, en fonction de où a lieu l'impact, en fonction de la constitution de la personne, en fonction de son état de santé, évidemment, ça peut avoir pour conséquence le décès, soit sur le coup, soit dans les heures ou dans les jours qui suivent. Mais elles ne sont pas faites pour ça, pour une raison très simple. Depuis très longtemps, depuis des décennies, le choix qui a été fait en matière de maintien de l'ordre ou de rétablissement de l'ordre en France, c'est, pour utiliser une expression qu'utilisait le créateur du RAID, ça tombe bien, Ange Mancini, que Bruno Pomar connaît bien, c'est-à-dire, au lieu de faire des trous dans les manifestants, il faut rappeler que jusqu'au début des années 1960, il est arrivé que les forces de l'ordre tirent à balles réelles sur des manifestants, on a choisi de leur faire des bosses. Donc d'utiliser des armes comme des matraques ou maintenant des LBD. Ce qui est mieux. Ce qui est beaucoup mieux. Mais même cela est souvent maintenant mis en cause. On a vu la police a dû renoncer à un certain nombre de ces armes non létales ces dernières années, justement parce que ça pouvait provoquer des blessures importantes. Ce qui est très important dans cette affaire, l'enquête est en cours, c'est très normal, mais peut-être établira-t-elle qu'effectivement... Tué ou mutilé, délinquant, racaille. Allez, toi, tu dégages. Le policier du RAID a utilisé cette arme-là. Ça ne veut pas dire qu'il a délibérément voulu tuer, évidemment, la personne qui était en face. Et peut-être cet usage était tout à fait légitime. Et la conséquence non désirée aura été le décès de cette personne. Après, on a pu retracer, il y a quand même aux dernières nouvelles, il y avait une trentaine d'enquêtes IGPN et IGGN qui sont les instituts d'enquête contre les gendarmes et les policiers. Il y a une trentaine d'enquêtes suite aux émeutes. Nous, on a pu en retracer avec le travail de mon collègue Vincent Ventighem une dizaine à peu près identifiées. Et à chaque fois... est impliqué un LBD ou un beanbag qui est similaire. Par exemple, encore et toujours, Saint-Denis, le 29 juin, Mehdi, 21 ans. Ah là 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 là. La police a raison, la plupart du temps, au bled, personne n'aurait fait les malins. Il n'y a qu'en France que les mecs peuvent venir casser sans crainte de réponse dissuasive. Dit qu'il a été visé par un tir de LBD. On a Nathaniel à Montreuil le 28 au 29 juin, un projectile. On a Virgile à Nanterre le 29 juin, éborgné suite à un tir de projectile. Toutes les enquêtes qu'on a retracées, elles sont toutes liées à des tirs de LBD. C'est le cas de l'affaire Eddy qui a soulevé la fronde des policiers avec ce jeune où on voit aujourd'hui le crâne déformé. Visiblement, l'enquête suite à la mort de Mohamed se dirige. Mais ouais, encore une fois, pourquoi on parle du bled, les gars? On sait pas comment ça se passe au bled. Vous en savez rien, genre comment est contenu les manifestants dans des pays étrangers. Vous n'en savez rien du tout, les mecs. Là, c'est parce qu'on est en France, on s'intéresse à l'information qui se passe en France, mais vous en savez rien. Vous en savez rien du tout. On voit déjà dans les pays comme la Chine, ou ce qui s'est passé aussi avec Hong Kong, avec les étudiants, etc., qui ont été réprimés par la police, les manifestants contre la police. Il y avait des infos où il y avait des policiers qui ont blessé des manifestants, etc., etc. Aux États-Unis, c'est pareil. Dans n'importe quel pays, c'est pareil. Chaque pays a leurs propres moyens de maintenir leurs manifestants. Et c'est plus ou moins violent, les mecs, hein, vraiment. Vers un tir de LBD. Désolé, les gars. On peut se poser la question, est-ce que ces armes ne sont pas trop dangereuses dans un contexte comme ça, surtout sur des gens qui disent ne pas avoir été émeutiers? Alors, ne pas être émeutier, c'est une chose. Assister comme spectateur à des émeutes, dis-moi les termes. On a tous vu ces images d'une violence inouïe. C'est un comportement moi, que je trouve toujours bizarre. C'est-à-dire, on se met dans des situations dangereuses. On prend des risques. Non, mais émeutiers ou manifestants, les gars, on s'en fout. Là, je parle de maintien de l'ordre. De maintien et de rétablissement de l'ordre. Donc, ça va un peu ensemble, tu vois. Qui sont inouïs. Hein. Ça peut être les émeutiers eux-mêmes qui sont pris. En plus, c'était des mineurs. Pris dans une charge de police. Et vous pouvez recevoir
un projectile perdu, une grenade lacrymogène ou un tir de LBD. Ah ouais. Mais alors, si on n'utilise plus ce type d'arme non létale, encore faut-il bien avoir en tête qu'entre le moment où le tir est déclenché et où la balle de caoutchouc arrive sur la cible peut bouger. Et donc, vous visez le thorax, la personne bouge et peut la prendre dans la tête. Enfin, la question est très simple. Quels sont les armements non létaux dont on veut équiper la police ? Surtout dans des situations d'émeute. Un certain nombre de responsables politiques voudraient que la police soit totalement désarmée. On voit mal comment elle pourrait mener ses missions dans des conditions comme celle-là. Mais Bruno Pomar, justement, il en pense quoi, Bruno, là ? Maxime a égrené malheureusement ces tirs qui se sont avérés blessés grièvement ou voire tués. Est-ce qu'on doit remettre en question le LBD ou pas ? Écoutez, non, Alain Marchal. Excusez-moi de faire un comparatif avec les nombreux tirs de LBD qui ont été faits pendant ces émeutes. Et je rappelle d'ailleurs même pendant les Gilets jaunes, où ça a été un vrai débat, près de 15 000 tirs de LBD. Bon, effectivement, il y a eu 20 personnes qui ont été éborgnées. C'est toujours trop, hein, je l'admets, mais je voulais faire juste le comparatif. Pour vous dire que si les policiers volontairement cherchaient à tuer ou à éborgner, puisque c'est le terme qu'on utilise souvent maintenant, on ne serait pas dans ces nombres, on serait dans des proportions catastrophiques. Mais il faut savoir quand même que à l'utilisation du LBD, il y a eu une évolution qui a été faite dans le maintien de l'ordre, à savoir que les cartouches de LBD, par exemple, ont été réduites en termes de puissance, au même titre d'ailleurs que les beanbags, les fameux calibre 12 qui sont tirés. Vous savez, il y a deux types de cartouches qu'on utilise suivant la distance. Entre 15 et 25 mètres, vous avez deux types de cartouches à utiliser. Voilà, il y a toute une graduation, je dirais, dans l'utilisation de ces armes avec des puissances différentes, ce qui nous permet de dire quand même que d'abord, elles sont utilisées par des gens qui sont qualifiés, et particulièrement si ça concerne le RAID. La gueule des armes, regarde les ça, policiers du RAID sont hyper entraînés avec toutes les armes qu'on peut imaginer. Et je partage ce que disait Jérôme Poirot tout à l'heure, c'est qu'encore une fois, on est dans des situations tellement dégradées, complexes à gérer, où la violence est extrême et où les policiers, même avec l'hyper-professionnalisme des policiers du RAID ou du GIGN ou de tous ceux qui interviennent dans ces cas-là, c'est parfois très compliqué pour eux d'avoir une juste appréciation. Et je ne dis pas encore une fois qu'il y a un dérapage de qui que ce soit là-dedans. Hein. Je veux simplement dire qu'encore une fois, il faut remettre ça dans le contexte. Et si demain, on enlève ces armes intermédiaires, écoutez, regardez en Allemagne, hein, lorsque on fait l'apologie de l'Allemagne en disant « formidable, ils n'ont pas de LBD ». Mais quand il y a des affrontements, c'est à Hambourg, je crois, c'est 200 personnes de gravement blessées. Donc, vous voyez un petit peu le comparatif. Ouais, c'est quoi ces sources, là ? Bon, il a dit quand même hyper entraîné, hyper professionnel, hyper. Ouais, bon, Bruno Pomar, s'il te plaît, il y a quand même 5 personnes en garde à vue, là. Hein. Maxime Rancheter. Oui, Monsieur Pomar, vous l'évoquez, le RAID fait partie des unités d'élite de la police, dans laquelle on peut supposer qu'il se trouve les meilleurs tireurs de la police. Ça reste à évoquer le contexte, mais s'il s'avère que, comme nous le disent ses proches, Mohamed n'était pas un émeutier, mais un simple spectateur, et que malgré ça, il est atteint par un tir perdu de beanbag ou de LBD, ça veut dire que même les meilleurs tireurs de la police ne sont pas capables de garantir qu'ils vont toucher la bonne personne. Et donc, ça voudrait dire que forcément, cet armement est dangereux. Et est-ce que le risque en vaut la chandelle, si je puis dire ? C'est une arme. D'autant qu'il y a beaucoup de pays, hein, Bruno Pomar, pour compléter simplement ce que dit Maxime Rancheter, il y a beaucoup de pays qui n'utilisent pas le LBD et d'autres pays où on dit l'utilisation du LBD doit arriver en dernier recours. Donc la France est un des rares à l'utiliser de manière régulière. Alors attendez, Bruno Pomar répond, ensuite Jérôme Poirot. Répondu Alain Marchal en disant en dernier recours, effectivement, l'utilisation du LBD n'est pas faite n'importe comment. Les policiers ou les gendarmes ou les CRS qui utilisent, les CRS en particulier qui l'utilisent, ne sortent pas directement sur une manif ou sur du maintien de l'ordre en prenant leur LBD et en tirant à tout va. C'est totalement faux. On le fait et on n'utilise que lorsqu'on a des situations dégradées et gravement dégradées. Donc, pour reprendre ce que disait Maxime à l'instant, effectivement, le discernement, je pense que les policiers du RAID sont à même de le faire. Sur des violences urbaines comme ça, ils sont capables d'avoir un discernement total sur les objectifs qui se fixent et sur les personnes qui sont les plus violentes. Donc je pense qu'encore une fois, l'utilisation de cette arme intermédiaire, comme on dit, est essentielle. Si on n'utilise pas ça, que va-t-on faire à un moment donné ?
on va sortir une arme létale. Et là, ça va être le drame total. Donc je pense encore une fois que actuellement, pour les formes de violence urbaine que nous vivons et que vivent nos policiers, parce que c'est les policiers qui les vivent et pas nous en direct, eh bien je peux vous assurer que c'est le seul moyen de défense pour pouvoir s'opposer encore une fois à des groupuscules ultra-violents. C'est chaud Marseille quand même, hein. C'est chaud, hein, entre ce qui se passe avec Eddy. Enfin, avec ce qui s'est passé avec Eddy, là on a 5 policiers du raid en garde à vue. En début d'année, les gars, on avait stream un peu l'actualité. Entre le mois de janvier et le mois de mars, il y avait plein de meurtres à Marseille. Des meurtres, des règlements de compte, etc. entre bandes rivales. C'est chaud. Je sais pas s'il y a des Marseillais sur mon stream, mais... la ville, elle est dangereuse, mon gars, hein. La ville, elle est dangereuse. Ah ouais. Bon. On va pas aller jusqu'au bout quand même.